Et on va en reparler dans un instant puisqu'il est 19h10, c'est l'heure maintenant d'une semaine dans le monde. Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes avec nous ce soir Marc Semo, correspondant diplomatique au Monde. Merci d'être avec nous. Bonjour. Également à nos côtés Aziza Naït-Siba de la rédaction de France 24. Vous présentez notamment demain à la une, c'est l'actualité de la semaine mais à venir. Absolument. Et qu'on pourra voir donc demain à 11h15, heure de Paris. Demain c'est samedi. Ziad Limam avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, c'est l'association qui a été montée par Plantu et Kofi Annan pour défendre les dessinateurs de presse et la liberté d'opinion dans le monde. Et à l'occasion d'ailleurs des 10 ans de l'association, vous venez de sortir cet ouvrage, Le dessin de presse dans tous ses états. C'était il y a 3 semaines maintenant aux éditions Gallimard. Vous allez nous en dire 2 mots. 2 petits mots, c'est en fait un livre qui reprend les plus belles contributions d'un colloque qu'on avait organisé en septembre 2015 quelque temps après les attentats de janvier. On avait réuni des experts, des philosophes, des penseurs, des responsables politiques et des experts théologiens et surtout 15 dessinateurs venus du monde entier pour faire un petit peu le bilan et le point sur la liberté d'expression après tout ce qu'on a connu. Et c'est un livre qui réunit 200 dessins du monde entier et puis une très belle conclusion de Régis Debray à la fin et que j'invite tout le monde à aller offrir et acheter. Voilà le dessin de presse dans tous ses états, Gallimard. Cartooning for Peace, c'est donc l'œuvre du collectif. Merci beaucoup. On va parler d'abord de la surprise du chef, puisque le prix Nobel attribué au président Juan Manuel Santos, non pas qu'on n'y ait pas pensé avant, mais enfin, son nom était systématiquement associé à celui de son partenaire en négociation, Timochenko. Et après le rejet de leur accord par une majorité d'électeurs colombiens, on avait fini par rayer tout simplement d'un même trait de plume les 2 noms. Eh bien, on a eu tort. Marc Semo, vous êtes tombé de la chaise? Oui, c'était une surprise, parce que tout le monde pensait, ce référendum rejette l'accord de paix, c'était une surprise, donc ils n'auront pas le prix Nobel de la paix. Alors, ils ont le prix Nobel de la paix, mais c'est lui tout seul. On n'est pas dans un couple, parce que c'était Mandela et de Klerk, c'était Begin et Sadat, c'était Arafat, Rabin et Pérez. C'était un trio. C'était en Irlande du Nord, ça avait été le leader protestant et le leader catholique. Et là, c'est uniquement Santos, ce qui est de manière aussi de le renforcer dans le processus de paix, qui n'est pas mort. Juridiquement, ce référendum n'avait aucune valeur. Alors, il y a le symbole politique. Alors, effectivement, ça rappelle quand même une évidence. C'est à quel point les FARC sont impopulaires, à quel point il y a aussi de la part d'une grande partie de l'opinion colombienne. Alors, il y a eu beaucoup d'abstention aussi. Une espèce de réticence de fond sur cet accord, et c'est aussi ce qu'ont montré les abstentionnistes, parce que cet accord, disons, zappe un peu... Faisait la part trop belle aux FARC ? Non pas qu'il faisait la part trop belle aux FARC, mais surtout, n'insistait pas suffisamment sur la punition au niveau juridique des crimes commis par un certain nombre des dirigeants des FARC, et que pour beaucoup de gens ça c'était inacceptable, d'autant que les paramilitaires, les autorités colombiennes s'étaient excusées de toutes les horreurs commises pendant ces 50 années de guerre, et que les FARC ne l'avaient quasiment pas fait, sinon du bout des lèvres, tout à la fin du processus. Et donc il y a eu ce rejet très clair. Alors on va écouter la réaction de Juan Manuel Santos, suivie de la réaction par Twitter cette fois du chef des FARC, non pas qu'il n'a pas repris le maquis, mais enfin il ne s'est pas exprimé à un micro. On les écoute, on l'écoute et on le lit. Colombiens, ce prix est pour vous et pour les victimes, pour qu'il n'y ait plus aucune autre victime, plus aucun mort. Nous devons nous réconcilier pour construire ensemble une paix stable et durable. Celui de la paix avec la justice sociale, pour une Colombie sans paramilitaires, sans représailles ni mensonges. Voilà, on parlait tout à l'heure de Begin, Sadat, Ziad Limam, et puis il y a Rabin aussi, Arafat. C'est l'ironie de l'histoire, une fois de plus, un ancien faucon, ancien ministre de la Défense sous Uribe, qui a mené une politique particulièrement dure à l'égard des FARC, qui devient d'un coup la Colombe de la Colombie.
Non, mais souvent, ces durs-là, certains s'enferment dans la dureté et certains ont un moment de réalisation. C'est pas un pays que je connais très bien, mais c'est clairement quelqu'un qui a eu un moment révélateur et qui s'est dit on peut plus durer sur la politique qui a été pratiquée pendant un certain temps, il faut aller à un accord de paix. Et comme chacun le sait, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis. Donc il y a forcément des concessions de part et d'autre qui sont extrêmement douloureuses. Son ancien mentor, lui, est resté quelqu'un, le président Uribe, c'est ça, est resté quelqu'un d'extrêmement contre la paix avec les FARC, pour toutes sortes de raisons. Et parmi les votants du non, il n'y a pas que des gens qui sont des gentils démocrates qui veulent faire plier les FARC par une justice plus dure. Il y a aussi tout le paquet des paramilitaires, des gens qui naviguaient dans ces cirques, etc., qui ne veulent pas que ce principe de justice transitionnelle s'applique, y compris par rapport à eux, qui pourrait être un moment qu'on leur demande des comptes. Donc je pense que c'est une réalité plus complexe. Dans le cas, un petit rappel, dans le cas de ces traités de paix qui sont extrêmement douloureux et qu'il faut savoir appliquer pour passer à autre chose, je rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a eu un processus de justice transitionnelle, mais personne n'est allé en prison, ou quasiment personne. Il y a les 5 types les plus dangereux, dont le fameux, je me rappelle plus de son nom, là, celui qui faisait des opérations chimiques pour s'assurer que les gens étaient morts. Mais les 3/4 du système de l'apartheid n'est pas allé en prison. Et il y a eu une réconciliation sur ces bases-là. Donc je pense qu'il faut être un peu tolérant. Et je pense que le message qui est un petit peu envoyé par ce comité Nobel, dont on disait hors plateau que des fois il avait des décisions, de toute façon c'est pas les scientifiques de la paix, c'est pas les gens qui ont un raisonnement absolument bulletproof sur tout, donc ils peuvent se tromper, ils peuvent envoyer un message. Donc je pense qu'il y avait un message pour la Colombie, quand même, conflit de 50 ans, chiffre de victimes qui n'est pas très clair, parce qu'on parle de 200 000, 300 000, 400 000, beaucoup de civils. Donc je pense qu'ils ont voulu dire ça. Après, moi, ce qui me frappe, c'est que, encore une fois, on ne fait pas la paix avec ses amis, et donc pourquoi l'autre partie... Mais voilà. Oui, absolument. Aziza, ça semble un peu bancal, vu de l'extérieur. Pour les Colombiens, on n'a pas osé pour les Colombiens. Je pense que pour le Nobel, ils n'ont pas osé aller aussi loin de dire qu'un type qui est accusé de tous les maux de la terre, d'avoir à peu près tué je ne sais pas combien de gens. Enfin, il fut un temps où on qualifiait Arafat de terroriste aux États-Unis. Leclerc était le chef d'un appareil policier extrêmement brutal, extrêmement répressif. Sauf que le problème des FARC, c'était leur extrême impopularité. Et au-delà du fait qu'ils s'auto-proclamaient parti armé représentant le peuple, on évalue qu'électoralement, s'ils arrivent à faire 5% des voix, ça sera le grand maximum. Aziza, le message, et puis est-ce que ça renforce du coup les chances d'une négociation de paix qui aboutisse cette fois? Alors absolument. Donc le comité de Nobel, si vous voulez, a bien expliqué qu'à travers ce prix, ce qu'il voulait, c'était aussi rendre hommage au peuple colombien qui veut la paix. Alors on a rappelé ce matin à Cassie Coleman Fay, donc le peuple colombien a rejeté cet accord-là. Elle a dit ce n'est pas la paix qui est rejetée, ce sont plutôt les détails de cet accord qui sont rejetés. Donc c'est une manière de couronner un petit peu tout le processus en fait de Santos. C'est pas juste cet accord-là, parce qu'on ne sait pas trop, il se retrouve aujourd'hui dans les limbes juridiques quelque part et on ne sait pas ce que ça va donner tout de suite. Donc c'est plutôt ça qu'on a essayé de couronner ce matin. Par contre, la question qui se pose vraiment depuis ce matin, c'est pourquoi à ce moment-là Timoshenko ne l'a pas eu. Vous l'avez dit, Arafat était considéré à un moment donné comme un terroriste aussi avant de signer la paix. Donc il en a fait partie. Il n'y a pas eu bien évidemment pas la même chose, pas le même nombre de morts. C'est un dur de dur. Non, mais c'est vrai que l'IRA, c'était ça aussi. Et voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, cette question-là s'est posée. Je pense que c'est une manière de donner une impulsion un peu de l'extérieur, mais encore faut-il qu'à l'intérieur ça s'applique. Laure Simoès, il y a, comme souvent sur le Nobel, beaucoup de dessins et d'illustrations. Oui. Alors, ça a aussi un peu créé la surprise, parce que je pense que ce matin, quand on écoutait nos postes de radio, on se disait que les casques blancs syriens qui étaient devenus favoris, du coup, après l'échec allaient remporter la mise. Donc, on commence par ce premier dessin de Joel Pett, dessinateur des États-Unis pour le Lexington Herald, qu'on va voir tout de suite à l'écran. C'est un dessin assez grinçant, et on voit ces enfants victimes de la guerre en Syrie qui s'interrogent. Qui a gagné le prix Nobel, se demande-t-il. Cet autre dessin, alors un portrait bien vu de Joël Bertrams pour De Groot Amsterdammer, dessinateur des Pays-Bas, où on voit donc ces accords de paix qui éclaboussent à la figure du président Santos et de Timoshenko, avec, si on zoome là, on voit que le Nobel Prize devient le no du non au référendum, Bell Prize. Donc il va falloir quand même s'accrocher un petit peu pour le président Santos à ce prix Nobel, parce que le chemin
n'est pas évident, comme le montre ce dessin de Nicolas Vado pour Le Vif, l'Express. C'est quand même l'abstention, même si l'abstention au référendum, je crois que c'était à peu près 37,28% de participation seulement à ce référendum, hein. Même si l'abstention donc a été très très forte, et même si le non l'a remporté à 60 000 voix près, c'est quand même un rejet de ces accords. Certains Colombiens, comme le rappelait Marc Semo, ils voient une forme dans ces accords de paix de cheval de Troie, de piège, les accusant d'être un peu trop laxistes, permettant l'impunité pour les guérilleros des FARC qui ont perpétré des crimes. Donc c'est, comme le disait Ziad, beaucoup plus complexe que ça. Enfin, bon, alors, juste un petit dessin de Chapat, dessinateur suisse, pour Le Temps, que j'aime beaucoup. Il va falloir remettre le fusil au bout de la fleur, dit ce guérillero de FARC, devant ce nom du référendum. C'est le Portugal à l'envers. Hein. Oui, c'est ça, voilà, l'expression inversée. Mais on peut imaginer quand même, enfin, pour terminer sur une touche d'espoir, que ce prix aidera tout de même à ce que la paix soit au bout du chemin. Mais on voit pas de marche arrière non plus. Oui. Mais là, on est clairement dans un prix incitatif pour le coup. Non, et puis même en Colombie, on voit pas de marche arrière. Il y a des éléments factuels. Les FARC ont démobilisé, ils sont pratiquement en train d'être casernés dans des endroits spécifiques, donc on voit pas du tout le système s'inverser. C'est vrai que c'est un coup dur, mais encore une fois, je me méfie des résultats de ce référendum. Il y a un truc qui me frappe, par exemple, toutes les villes où il n'y avait pas les FARC ont voté massivement contre le plan. Et tous les endroits où il y y avait des présences FARC ont voté. Ça, c'est faux. Parce que les discutants... C'était dans votre journal. Je sais, mais c'est une erreur. Malheureusement, les résultats plus affinés ont montré que... c'était pas ça. Bon, dans les régions soumises aux FARC, ils ont voté contre. Que dans une partie des régions soumises aux FARC, dans les autres vraiment contrôlées par les FARC, les gens ont dû voter comme on leur a dit, mais que dans ces mêmes régions, il y avait les traces encore très fortes de la guerre, beaucoup de gens ont voté non. On a de plus en plus affiné les résultats, mais c'est vrai que personne ne veut revenir en arrière, personne ne pense qu'il est possible de revenir en arrière. Et je voudrais simplement rappeler une dernière chose, c'est que ces accords de paix ont été rendus possibles parce que les FARC ont été écrasés militairement. Oui, c'est-à-dire le rapport de force de toute manière ne permet pas aux FARC de reprendre le maquis. Voilà, c'est Uribe, au-delà de ses dires sur l'autoritarisme, etc. Il a constitué une armée colombienne moderne et ils ont totalement... Peut-être qu'une partie des Colombiens a voulu pousser l'avantage jusqu'au bout. Là, on va rester avec vous pour traiter de l'autre actualité de la semaine et puis ensuite, évidemment, on en discutera. Au Maroc, où 16 millions d'électeurs sont donc appelés à élire leur parlement, seront-ils autant dans l'isoloir ou dans les isoloirs, en l'occurrence, pas sûr, puisque là, on attend évidemment les chiffres de participation pour la fin de journée. On était à 10% à midi aux alentours. Et puis vont-ils dire stop ou encore aux islamistes qui dirigent déjà le pays depuis 5 ans. On l'imagine, là aussi, beaucoup d'attentes. Oui, mais trois petits dessins sur ce scrutin qui reste donc à découvrir. Khalid Gueddar, dessinateur marocain, juste une petite parenthèse pour dire qu'en mai dernier, il a créé un hebdomadaire satirique qui s'appelle Baboubi. C'est ce qui est pas rien au Maroc. Voilà, avec ce premier dessin où on voit un duel très serré entre le PJD et le PAM. Et effectivement, c'est sans doute l'abstention qui départagera le scrutin. Un autre portrait, savoureux portrait à double facette du dessinateur burkinabé Glé, qui représente le Premier ministre Abdelila Benkiram, qui est aussi le chef du PJD, en ce personnage qui brandit d'un côté le Coran et de l'autre côté le libéralisme pour les nuls. Tout est dit. Et enfin, ce dernier dessin à nouveau de Khalil Gueddar, c'est un dessin intéressant parce que on voit ces électeurs qui, apeurés par la présence de cet islamiste sur l'urne qui crie Allah Akbar, fuient le vote, et que du coup, donc le vote est remporté par les islamistes. Donc c'est un peu le cercle vicieux qui est ici décrit. Et en fait, c'est un message assez militant que Khalil Gueddar offre à travers ce dessin. C'est faut pas se laisser intimider, il faut aller voter, quoi.
Aziza, on a l'impression, vu d'ici, vu de l'extérieur, soit tout tourne autour des islamistes, ils concentrent autour d'eux finalement tout le débat politique. Absolument. On l'a vu depuis leur montée en 2011. C'était pas une surprise parce qu'on s'y attendait un peu au Maroc, puisque les islamistes avaient bien travaillé sur le terrain depuis plusieurs années. Et puis aujourd'hui se pose vraiment cette question. Nous avons à la tête Abdelila Benkiran qui lui fait débat quelque part. Il divise un peu, il divise les élites plutôt, puisque le peuple aime bien sa manière de parler, qui est plutôt proche du peuple, qui un peu ressemble à comment les gens parlent chez eux, et puis en même temps il dérange. Donc aujourd'hui la question se pose vraiment. On attend dans les minutes qui viennent, le taux de participation c'est important. Alors vous aviez dit que c'était 10% à midi, on rappelle juste que très souvent à midi c'est pas très très haut, c'est autour de 10, 11, 12. On attendait un peu plus de monde après la prière du vendredi. Bon, donc on va voir ce que ça va donner. Lui il promet un peu plus de chantier, il dit qu'il a fait des réformes et qu'il voudrait un peu continuer dans un Benkiran 3, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a eu déjà un deuxième en 2013 quand il y a eu le remaniement. Donc tout le monde attend pour savoir est-ce que effectivement les islamistes maintiennent un peu leur place au Maroc, ou est-ce que le PAM va pouvoir monter un peu plus. Oui, et puis cette question aussi qu'on se pose, est-ce qu'on a affaire à un parti type AKP qui, on l'a vu, le libéralisme d'un côté, Coran de l'autre, est-ce qu'ils vont rester sur des problématiques purement économiques, ou est-ce qu'ils vont s'attaquer finalement à un moment aux questions de société? Ils reprennent le modèle de l'AKP, ils ont quasiment le même symbole, la lampe à pétrole ou l'ampoule. Et il y a en plus des points communs très forts entre Benkiran et Erdogan sur le thème justement se parler peuple, ce mélange à la fois de vocabulaire savant et de parler peuple comme les gens à la maison. Mais la grande chance du PJD, je pense, en plus c'est exactement le même nom que l'AKP, Parti de la justice et du développement, mais sa grande chance, c'est les limites à son pouvoir. C'est-à-dire les autres partis du même modèle, pour faire simple, islamo-conservateurs, matrice frères musulmans, type Morsi en Égypte, se sont fracassés sur leur volonté de conquérir l'hégémonie du pouvoir. Mal, ils ont été renversés. L'AKP aujourd'hui, qui avait enthousiasmé tout le monde, le modèle turc, etc., c'est plutôt assez mal parti. Il y a quand même une dérive autoritaire extrêmement forte, parce que justement, Erdogan, depuis déjà quelques années, a tout le pouvoir. D'une certaine façon, le PJD... Il y a aussi l'autorité religieuse. Voilà, mais est bloqué par le roi, comme jadis en Turquie, l'AKP était bloqué par la tutelle militaire. Là, il y a la tutelle royale, la tutelle de l'État, d'une certaine du roi et du symbole qu'il représente, qui fait que le PJD... Elle a un poids religieux. Voilà, religieux, mais symbolique énorme, et quelque part protégé de ce qui pourrait le porter à trop d'excès dans son pouvoir et à des réactions de rejet. Ziad, je vous promets que je vous redonne la parole dans un instant. C'est que malheureusement, on va devoir couper tout de suite. On se retrouve dans un instant et je vous promets qu'on reparle du Maroc et que c'est vous qui parlez en ouverture de la deuxième partie du débat. Restez avec nous.